Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je suis là pour vous parler de comment réussir nos bandes riveraines, donc en 6 étapes clés. Je m'appelle Florence Pomerleau-Lacasse et puis je suis agronome et biologiste au Club Agriconseil Masca, situé à Saint-Hyacinthe. En gros, aujourd'hui, on va aborder là, les 6 étapes que je juge là, vraiment clés pour réussir l'aménagement de nos bandes riveraines. En premier, il faut définir les objectifs de l'aménagement. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire exactement là, sur nos terres? Étape 2, on va estimer les coûts du projet. La troisième étape serait de prendre connaissance de l'aide financière disponible, donc à différents moments au travers des années ou au travers même d'une même année. Là, il y a différents moyens de financement qu'on peut aller chercher. L'étape 4, c'est de planifier les moments des travaux. L'étape 5, on réalise les travaux. Et finalement, l'étape 6, on entretient. Aujourd'hui, on va passer au travers les 6 étapes en détail là, pour vous aider à mieux planifier vos aménagements. Donc, pour définir les objectifs de l'aménagement, il faut premièrement comprendre exactement la définition d'une bande riveraine. Donc, ici, là, je vais présenter la description d'une bande riveraine. On parle vraiment de ce qui est à l'extérieur du littoral d'un cours d'eau. Donc, là, il y a une mise à jour là, de la réglementation par rapport aux interventions à l'intérieur du littoral. Donc, tout ce qui va être dit aujourd'hui concerne les bandes riveraines à l'extérieur du littoral d'un cours d'eau. La bande riveraine, c'est une zone de transition en bordure des cours d'eau. Selon la loi sur la qualité de l'environnement, la largeur minimale réglementaire d'une bande riveraine en milieu agricole, donc sur les terres en culture, c'est de 3 mètres à partir de la limite du littoral. La limite du littoral, c'est entièrement la ligne des Hautes-Eaux, pour ceux qui sont plus familiers avec ce terme-là. Quand on a une présence d'un talus, donc par exemple, là, ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, mais par exemple ici, à gauche du dessin, il faut laisser au moins 1 mètre sur le replat. La végétation dans la bande riveraine doit être permanente. Et puis, on peut faire aucune application de pesticides, de fertilisants ou travailler le sol dans cette bande riveraine-là. Donc, la question à se poser, j'aménage une bande riveraine réglementaire ou si je veux aller au-delà de cette bande riveraine réglementaire-là, puis faire une bande riveraine élargie. Donc, quand on a décidé là, la largeur d'une bande riveraine, on peut aussi se poser la question, tant qu'à faire mon aménagement, est-ce que je vais apporter une fonction spéciale à ma bande riveraine? Donc, il y a plusieurs fonctions qu'on peut donner à notre bande riveraine. Est-ce qu'on souhaite améliorer la qualité de l'eau en retenant le plus possible des sédiments? Est-ce qu'on veut favoriser la présence de pollinisateurs sur nos terres agricoles? Ou encore, est-ce qu'on veut encourager la biodiversité, que ce soit la faune ou la flore? Est-ce qu'on veut stabiliser la berge? Donc, vraiment choisir des végétaux qui ont une fonction là, spécifique pour limiter l'érosion. Ou si tout simplement, on veut bonifier le paysage sur nos terres agricoles. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'une fonction n'exclut pas une autre. Donc, on peut choisir plus qu'une fonction aussi pour nos aménagements, là, puis la rendre avec plusieurs objectifs. Pour illustrer un petit peu ces fonctions-là, je vais vous donner 2 exemples qui ont été faits sur le territoire du bassin versant des 12 éméteries. La première, c'était à la ferme des Lions. Donc, c'était une bande, il y a eu plusieurs aménagements, dont une bande riveraine élargie qui était de 3 mètres après la bande riveraine réglementaire. Donc, on a laissé notre 3 mètres à partir de la ligne du littoral, la limite du littoral. Puis, on a rajouté là, un 3 mètres au-delà de ça. Cet aménagement-là a été fait sur 515 mètres de long avec un mélange éco-riverain de la coop Comax. Donc, ici, on parle d'un mélange là, de différentes légumineuses et graminées qui est un mélange vivace et qui est très résistant là, dans nos conditions climatiques. Puis, au travers de ce semis-là, il y a eu 150 vivaces en pot qui ont été implantés pour venir varier là, les strates dans l'aménagement ainsi que le niveau de maturité. Les vivaces ont été sélectionnés pour fleurir à différents moments dans l'année pour encourager la présence de pollinisateurs. En plus de cette bande riveraine-là, ce qui a été fait, c'est un îlot boisé. Donc, c'était une pointe de champ qui a été choisie par le producteur pour y implanter le même mélange éco-riverain. Puis, au travers de ce mélange-là, il a planté 8 arbres au centre de l'îlot.
Donc des arbres là, qui vont atteindre une hauteur quand même importante, des conifères et des feuillus. Puis en bordure de la pointe, le long du cours d'eau, il y a implanté là, 10 arbustes qui vont venir stabiliser la berge en même temps. Puis finalement, dans l'îlot boisé ainsi que dans la bande riveraine, il y a eu des nichoirs à hirondelles qui ont été installés. Donc, un dans la bande riveraine et 4 dans l'îlot. Puis il y a aussi un nichoir à chauve-souris qui a été installé dans l'îlot boisé. Donc là, ça fait vraiment un aménagement multifonctionnel qui va venir encourager les pollinisateurs, mais aussi la biodiversité et qui vient en même temps stabiliser la rive. Puis on s'entend là, on regarde les photos, c'est vraiment intéressant visuellement aussi. Un autre aménagement qui a été fait sur le territoire du bassin versant, c'est à la ferme Luc Lucier. Donc, le long de la décharge des 12 et de la décharge des 21, il y avait des problèmes de décrochement. Donc, il y a eu une bande riveraine qui a été implantée. Donc, un petit peu au-delà de la réglementation. On parle ici de 2 mètres à partir du replat du talus. Puis, ça a été semé avec le même mélange éco-riverain de la coop Comax. Le mélange a été semé, puis ensuite il a été recouvert de paille pour que les semences soient bien protégées durant l'hiver. Et puis, pour aider à stabiliser la berge davantage, bien à l'intérieur de la bande riveraine, donc dans le talus, il y a eu 390 cornouillers qui ont été plantés. Donc, ça a été planté ici en 2 rangées. Les 2 rangées sont espacées de 1 mètre et puis dans chacune des rangées, il y a 2 mètres entre chaque arbuste. Donc, on vient vraiment faire un réseau racinal ici, les cornouillers qui déjà stabilisent beaucoup le sol avec ses racines, mais là, on vient faire un réseau là, qui va retenir le sol directement dans la berge. La deuxième étape, donc un coup on a défini nos objectifs, c'est d'estimer les coûts du projet. Un mélange herbacé, c'est assez variable, le coût au mètre linéaire. Donc ici, j'ai mis un estimé là, entre 1,25 et 2,50 du mètre linéaire. C'est très variable dépendamment de quel mélange on décide d'implanter. Est-ce qu'on veut semer un mélange fleuri? Est-ce qu'on veut semer des plantes fourragères pour la récolte? On s'entend ici, on ne peut pas les fertiliser par contre. Est-ce qu'on veut semer un mélange de plantes indigènes? Parfois, là, le coût peut s'élever quand on choisit ce type de mélange-là, dépendamment de ce qui est choisi. Ce type de bande riveraine-là, herbacée seulement, c'est idéal là, pour rendre les bandes riveraines conformes avec dépenses minimales. Donc, c'est vraiment ce qui va coûter le moins cher. Puis, on peut quand même avoir des fonctions intéressantes, donc attirer les pollinisateurs ou les ennemis naturels de ravageurs de culture. D'un autre côté, la bande riveraine arbustive, on dit environ 7,35 du mètre linéaire. Encore une fois, là, on peut choisir, est-ce qu'on veut des arbustes fruitiers? Est-ce qu'on veut des arbustes indigènes? Est-ce qu'on souhaite vraiment apporter la fonction de stabiliser la berge du cours d'eau? Donc, c'est idéal pour stabiliser les cours d'eau, favoriser la biodiversité, autant au niveau de la faune, des insectes bénéfiques, des pollinisateurs. Et puis, on peut avoir une récolte de fruits là, si c'est ce qui est souhaité. Donc, ça peut apporter cette fonction-là qui est quand même intéressante. Finalement, la bande riveraine arborescente, c'est estimé entre 9 et 85 et 20 et 85 du mètre linéaire, très variable dépendamment du type d'essence qui est choisi. Des disponibilités en pépinière aussi à ce moment-là. Donc, on peut y mettre des arbres fruitiers, on peut y mettre des conifères ou des feuillus ou un mélange des deux. L'avantage de ce type de bande riveraine-là, c'est qu'on peut obtenir un effet brise-vent en même temps de stabiliser le cours d'eau. Ça favorise la biodiversité, puis on peut encore une fois obtenir une récolte de fruits si souhaité. J'ajouterais peut-être les bandes riveraines arborescentes. On ne peut pas les implanter à n'importe quel endroit. Donc, lorsqu'un talus est déjà sensible à l'érosion ou au décrochement, là, la présence d'arbres sur le dessus du talus peut venir, avec l'effet de la gravité, peut venir aggraver les décrochements. Donc, ça peut s'implanter, c'est particulièrement intéressant le long de petits cours d'eau qui traversent les terres agricoles qui sont moins sensibles au décrochement.
Il y a eu un simulateur de coûts de bande riveraine qui a été monté, qui nous permet là, de justement estimer les coûts du projet de façon plus précise. Donc, j'ai fait un exemple ici, une longueur de bande riveraine de 500 mètres, une largeur de 5 mètres. Donc, ça fait une superficie totale de 0,25 hectares. Ici, on y met des graminées sur 2 mètres de large. Et puis ensuite, on vient rajouter une rangée d'arbustes avec 2 mètres entre chaque arbuste. On y implique, on peut y rentrer aussi dans le calculateur là, le coût du travail de sol, s'il y en a, le déroulage du paillis de plastique, la plantation, donc toutes les dépenses qui peuvent être occasionnées par l'aménagement, le semis, et puis aussi les travaux de conseiller, donc le montage du dossier, la visite pour la conformité, particulièrement lorsqu'on a un financement associé à ce projet-là. On peut aussi saisir les frais d'entretien. Donc, est-ce qu'on doit regarnir la haie brise-vent après une mortalité d'un premier hiver? Le passage du weed eater, par exemple, autour de chaque arbre. Si on doit faucher le mélange. Donc, tous ces coûts-là sont pris en compte. Et puis, donc, au final, ce que ça nous indique, c'est un cumul de toutes ces dépenses-là. Donc, les coûts réels sont de 2182 dans ce cas-là et 60. La deuxième et la troisième colonne sont par rapport au programme Prime Vert. Donc, qu'est-ce qui est subventionné? Donc, ici, j'ai coché 70% des dépenses là, qui est subventionné, étant donné que c'est ce qui est le plus commun avec ce programme-là, là, à moins qu'il y ait des conditions particulières. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Et puis, la dernière colonne, c'est le dépassement. Donc, qu'est-ce qui reste à payer par le producteur? Donc, pour un aménagement là, de ces dimensions-là, le producteur se retrouve à payer seulement 734,82, incluant tous les honoraires professionnels et l'entretien. Donc, c'est quand même intéressant de faire l'estimer avec ce calculateur-là. C'est assez juste aussi par rapport à ce qui a été observé sur le terrain. Donc, je vous ai mis ici le lien là, pour le calculateur. Donc, quand la présentation va être rendue disponible, là, vous pourrez y accéder facilement. L'étape 3 pour aménager nos bandes riveraines, c'est de prendre connaissance de l'aide financière disponible. Donc, il y a plusieurs sources de financement pour aménager nos bandes riveraines. Le premier que j'ai décidé de discuter aujourd'hui, c'est le programme Prime Vert pour les bandes riveraines élargies, qui est en vigueur là, de 2018 à 2023. Donc, étant donné que l'année 2023 pour le programme se termine à la fin de l'hiver 2023, c'est les aménagements de cette année là, qui vont clore le projet. Donc qu'est-ce qui est admissible à ce programme-là? On parle ici d'une bande riveraine herbacée avec des vivaces en pot mises au travers, comme on a fait à la ferme Élion. Les bandes riveraines arbustives sont admissibles aussi, ainsi que les bandes riveraines multistrates, donc un mélange herbacé, arbre, herbacé, arbuste. Ça fonctionne aussi. Pour être admissible au programme, ça va prendre des bandes riveraines élargies. Donc, on parle ici qu'elle doit se terminer à au moins 5 mètres de la limite du littoral. Donc, elle doit commencer au moins à 2 mètres de celui-ci. Donc, il y a un petit schéma ici, là, mais vraiment, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'elle doit dépasser le 5 mètres de la limite du littoral là, pour être admissible. Il y a plusieurs critères à respecter pour que la bande riveraine soit admissible au programme. Il doit y avoir un certain pourcentage d'espèces indigènes, un certain pourcentage maximal d'arbres et d'arbustes fruitiers qu'on peut mettre dans l'aménagement, puis un pourcentage aussi de la superficie implantée avec des vivaces en pot. Il y a un nombre de genres de botaniques à respecter, donc on ne peut pas mettre, par exemple, juste un brise-vent d'épinettes. Il faut respecter un certain nombre de genres botaniques. Puis, il faut aussi respecter un pourcentage de périodes de floraison dans le cadre de bandes riveraines fleuries, par exemple. Donc, on veut qu'il y ait une floraison là, tout au long de l'été. La subvention, elle est de 70%.
mais elle peut atteindre 90% si l'entreprise les relève ou si elle fait partie d'une approche de mobilisation collective ou si l'entreprise est sous régie biologique. Le maximum de l'aide financière qui peut être donnée là, à une entreprise sur la totalité du programme, c'est 40 000 $. Un autre programme qui offre de l'aide financière pour l'aménagement, là, c'est tout nouveau. Donc, l'initiative ministérielle de rétribution des pratiques agro-environnementales. Donc, pour être admissible, la bande riveraine doit être arbustive ou arborescente. Elle doit être au moins 2 à 5 mètres au-delà de la bande riveraine réglementaire. Et puis, elle doit être là sur au moins 100 mètres continus. Donc, si la bande riveraine est traversée par un chemin de ferme ou par un cours d'eau qui vient là, vraiment séparer la bande riveraine en 2 sections de moins de 100 mètres chacun, c'est pas admissible à ce programme-là. Ces bandes riveraines-là peuvent aussi avoir aucune fonction commerciale permise. Donc, on ne peut pas prendre le bois pour en faire du bois de chauffage. On ne peut pas récolter les fruits là, pour les vendre non plus. L'aide financière va être calculée à partir là, des déclarations annuelles qui vont être faites sur le site de la financière agricole. Donc, selon ce qui va avoir été aménagé là, d'une année à l'autre. Et puis finalement, les aménagements qui sont déjà en place, qui correspondent aux critères, bien, ils sont admissibles, donc ils pourront être déclarés à la fin de cette année. Un autre des programmes qui offre un financement intéressant, c'est le programme ALUS Montérégie. Donc ici, tous les types de bandes riveraines, qu'elles soient arborescentes, arbustives, herbacées ou mixtes, sont admissibles à ce programme-là. Donc, tant que ça contribue à la santé des écosystèmes de l'entreprise. La bande riveraine doit être élargie. Donc, c'est la superficie de la bande riveraine au-delà de la bande riveraine réglementaire qui compte pour ce programme-là. Un petit peu le défaut de ce programme-là, c'est qu'il n'y a pas de certitude d'acceptation du dossier à l'avance. Donc, c'est selon les fonds disponibles annuellement. Ce n'est pas une subvention comme Prime Vert, donc il va rembourser une partie là, des dépenses. C'est plutôt une rétribution selon la superficie aménagée. Donc, plus la superficie aménagée est grande, plus la rétribution va être intéressante pour le producteur. La rétribution maximale est de 750 $ à l'hectare annuellement pendant au moins 5 ans. Donc, c'est un versement qui est fait annuellement sur 5 ans. Il y a aussi, dépendamment des fonds, une possible aide financière additionnelle qui peut couvrir d'autres dépenses là, qui ont été liées à l'aménagement. Donc, par exemple, ici, j'ai mis une photo d'un aménagement qui a été fait l'année dernière. Donc, c'était un producteur laitier qui souhaitait aménager là, une bande riveraine en prairie. Donc, il a aménagé 6,9 hectares, donc une largeur de 60 pieds le long d'un cours d'eau, avec un mélange légumineuses graminées. Puis, dans cette bande riveraine-là, il fait des récoltes tardives. Donc, il laisse la luzerne fleurir pleinement. Donc, il fait 1 à 2 coupes par année. Donc, en faisant juste 1 ou 2 coupes par année, on vient vraiment bénéficier à l'écosystème. Et puis, dans le fond, ce producteur-là, il va recevoir une rétribution annuellement. Là, il y en a reçu une en 2021, puis il va en recevoir donc pour les 4 prochaines années aussi. Finalement, pour aider financièrement les producteurs qui veulent faire des aménagements, il y a les différents comités de bassins versants parfois qui ont des fonds pour ça, les projets de l'UPA ou de la Fondation de la Faune du Québec pour la conservation des bassins versants. Donc, ces différents organismes-là, donc, ils peuvent aider à aménager tout type de bandes riveraines tant que ça contribue à la santé des écosystèmes. Il y a une possibilité d'aide financière, d'aide aussi pour les travaux, de conseils. Donc, c'est pas seulement monétaire, là, ça va plus être adapté selon les besoins de l'entreprise qui fait l'aménagement. C'est pas tous les bassins versants qui ont des programmes en place présentement, donc c'est assez variable selon les projets et aussi selon les secteurs prioritaires là, qui ont été visés étant donné qu'ils étaient plus dégradés.
Donc, présentement, là, le comité de bassin versant des 12 métairies est très actif. Il y a le projet de la rivière des Hurons qui a été touché, plusieurs producteurs aussi pour les aménagements le long des cours d'eau. Puis la Fondation de la Faune du Québec, là aussi, qui participe à beaucoup d'aménagements présentement. Donc, un coup qu'on a planifié ce qu'on veut faire, c'est quoi nos objectifs, comment on va financer nos travaux, eh bien, il faut planifier le moment où on va faire les travaux là, sur nos terres. Donc, pour vous montrer un petit peu l'effet du choix du moment des travaux, j'ai illustré là, je voulais vous présenter un semis qui a été fait début juin 2020. Donc, ici, on a eu le semis début du mois de juin à la ferme Élion, le projet que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, à la fin juin, quand même super beau. Donc, la bande riveraine, elle était bien implantée. Par contre, au l'îlot boisé, on voit là qu'il y a un petit peu plus de misère, plus de trous. Fin du mois d'octobre, les mauvaises herbes ont pris là-dedans. On voyait presque plus le semis dans la bande riveraine. Par contre, on voyait que dans l'îlot boisé, le tapis était pas mal plus dense. Donc, ça avait quand même relativement bien pris, malgré l'abondance de mauvaises herbes. Et puis, finalement, l'année suivante, à la mi-juin 2021, on a été obligé de ressemer la bande riveraine à la fin de l'été, même si l'îlot boisé, finalement, a super bien pris un excellent résultat. Donc, on n'a pas eu besoin d'intervenir dans l'îlot boisé, mais on a eu besoin d'intervenir dans la bande riveraine. Donc, ce que ça illustre ici, c'est que quand on sème donc tôt en été, puis qu'on a encore des bonnes conditions pour la croissance des plantes, si le mélange qu'on a semé ne se développe pas assez rapidement, les mauvaises herbes, eux, vont prendre la place. Donc, il y a encore beaucoup de temps pour prendre la place durant la saison. Et puis, on a une compétition là, qui s'accentue, qui peut faire en sorte que le semis qu'on a fait, là, finalement, on doit le recommencer. Un autre exemple, c'est un semis qui a été fait début du mois de juin 2021. Donc, là ici, comme vous savez, là, on a eu de la sécheresse, beaucoup de sécheresse cette année, l'été dernier. Donc, à la mi-août, tout le semis avait bien levé, mais il avait séché complètement. Les plantations du début du mois de juin avaient séché en partie aussi. Là, on voyait que les feuilles étaient séchées, le bout des troncs était sec aussi. Parfois, il y avait des nouvelles petites pousses à la base des arbustes, là, mais on voyait que les arbustes avaient beaucoup souffert de la sécheresse. Pour la bande riveraine, on a dû travailler le sol et faire un nouveau semis à la mi-octobre. Donc, quand on voit le résultat ici, un beau petit tapis couvert à la fin du mois d'octobre. Donc, on voit ici que ce mélange-là, c'est assez bien implanté là, pour prendre sa place, pour bien lever au printemps suivant. Donc, en gros, ce que je vous illustre ici avec ces photos-là, c'est que c'est probablement préférable d'éviter les semis ou les plantations en début de saison parce que justement, la saison est tellement incertaine. Donc, on a parfois été obligé de complètement retravailler le sol, refaire le semis à zéro. Donc, recommencer complètement l'aménagement qui avait été fait au début du mois de juin. Donc, c'est un risque à prendre, particulièrement avec ce qu'on a vu dans les 2 dernières années. Par contre, quand on regarde les semis du début du mois de septembre jusqu'à la mi-octobre, on a moins de risque de sécheresse prolongée. La croissance des mauvaises herbes est vraiment limitée comparativement à quand on sème plutôt en saison. Puis, l'établissement est généralement suffisant avant les premiers gels. Donc, ça reste qu'il y a toujours un risque qu'on ait des gels hâtifs qui font en sorte que la bande riveraine ne va pas s'établir suffisamment. Mais on a vraiment observé des meilleurs établissements pour les implantations en fin de saison. L'étape 5, donc on est rendu à réaliser les travaux. La première étape, c'est de vraiment préparer le sol pour éliminer les mauvaises herbes puis ameublir le sol. Donc, on veut avoir un lit de semences adéquat, même chose que pour vos semis. Donc, si la bande riveraine est réglementaire, par contre, là, c'est possible qu'on ne puisse pas travailler le sol. Donc, c'est important de valider auprès de la municipalité ou de la MRC pour les travaux qui sont permis dans la bande riveraine. À l'extérieur de la bande riveraine réglementaire, là, on peut travailler
le sol pour s'assurer qu'on a un beau lit de semences. Donc ici, on voit un passage, un labour, après ça, le résultat après le labour, et puis un passage, il y a aussi un passage de rotoculteur qui a été fait. Donc, on se retrouve avec un sol prêt à accueillir les semences. Si des arbres ou des arbustes sont prévus, on veut installer soit du paillis plastique, du carré de carton, des disques de fibres de noix de coco, donc quelque chose là, pour venir protéger la base des arbustes. Ça peut être fait manuellement dans le cadre des protections individuelles ou ça peut être fait à l'aide d'une dérouleuse mécanique qui va être tirée par un tracteur pour ce qui est des bandes de paillis plastique. Pour l'ensemencement, il y a plusieurs possibilités. Donc, on peut y aller avec un semoir ou sinon, on peut semer à la volée avec un passage de rouleau par la suite. Donc, dans les photos ici, je vous ai illustré le petit semoir de la Coop Comax qui a été utilisé pour plusieurs aménagements. Là, donc, les semences sont déposées sur le sol. Il y a un petit balai qui vient les enterrer partiellement et ensuite, il y a le passage d'un rouleau là, qui vient compacter un petit peu le sol pour s'assurer qu'il y a un bon contact entre le sol et la semence. Il y a des mélanges qui peuvent être faits sur mesure chez certains semenciers ou pépiniéristes. Un exemple de mélange qui s'implante super bien en bordure de cours d'eau. Un mélange de fétuque des prés, agrostide blanc, régras vivace, mie, du trèfle blanc, du trèfle alsique et du lotier. Donc, c'est ce qu'on voit ici dans l'image en haut à droite. Donc, ça fait un beau mélange assez dense et divers. Dans la photo en bas à droite, c'est un mélange de trèfle graminé qui s'est super bien implanté. Donc, ça, c'est chez M. Léon Gartin. Donc, une belle bande riveraine qui a été semée sur cette ferme-là. Ensuite, pour planter les arbres, arbustes et vivaces en pot, donc on réserve les végétaux à l'avance et puis on peut, c'est ça, planter les vivaces en pot au travers du semis. On peut planter les arbustes ou les arbres avec une collerette en plastique ou au travers des panneaux de carton ou des biodisques. Puis, pour certains arbres, on peut installer des protecteurs contre les cervidés ou les rongeurs. Puis finalement, dernière étape, mais vraiment à ne pas négliger, l'entretien de la bande riveraine, elle est nécessaire pendant les 2 à 4 premières années, particulièrement les 2 premières années, pour optimiser l'établissement des végétaux. Donc, il faut faucher la végétation au pied des arbres et arbustes qui ont été implantés et 1 mètre de part et d'autre aussi pour limiter la compétition. Ça inclut aussi le semis herbacé qui a été fait. Donc, il faut qu'il soit fauché, ce semis-là. Ça va non seulement lui permettre de taler rapidement, puis s'il n'y a pas eu de paillis plastique là, comme sur l'image, mais ça va aussi limiter la compétition avec les arbustes ou les vivaces. Pour ce qui est des arbres et des arbustes, il faut les remplacer quand ils sont morts. Donc, c'est normal, il va y avoir un pourcentage de mortalité quand même important, particulièrement dans les saisons sèches ou quand les petits végétaux sont utilisés, donc des petits formats sont plantés. Il faut les remplacer après la première année et la deuxième année. Généralement, après ça, il y a moins de mortalité. Puis pour les arbres, il y a une taille de formation qui peut être faite dès la 3e année pour s'assurer que l'arbre soit le plus vigoureux possible et qu'il pousse dans la direction souhaitée. Donc, c'est ce qui termine ma présentation. Je vous invite à me contacter directement pour plus d'informations ou bien à contacter Bénédicte du comité des bassins versants des 12 éméteries. Donc, les coordonnées sont ici sur la page et vont vous être données quand la présentation sera rendue disponible. Je vous remercie beaucoup.